Bonjour Laure Lavalette. Bonjour. Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture hier pour l'inaugurer, sous les huées, visite perturbée, il y a eu des débordements à la veille de la visite de Jordan Bardella aujourd'hui. Est-ce que c'est ce qui pouvait vous arriver de mieux ? Non, mais vous savez, moi je suis mue que par l'intérêt des Français et des agriculteurs. Donc on n'est pas là pour savoir lequel aura un meilleur accueil. Non, je suis un peu atterrée, attristée de ce que j'ai vu hier. Emmanuel Macron est arrivé tel un bonimenteur, relevant un peu ses manches en essayant d'avoir un débat un peu improvisé. Je pense qu'il est encore une fois passé à côté des attentes des agriculteurs. Je regrette aussi, je pense que pour que les Français aient un éclairage véritable, il aurait fallu qu'on ait une vue d'ensemble aussi de la visite d'Emmanuel Macron dans ce hall qui était finalement vide. Vos confrères ont préféré très largement fermé. Vos confrères ont filmé, j'allais dire, ont fait des plans serrés où on avait l'impression qu'Emmanuel Macron parlait à des gens, alors qu'en fait le parc, le hall était vide. Il faut savoir quand même que les agriculteurs étaient derrière 2 cordons de CRS. Est-ce qu'il a eu raison de rester ? Je pense que c'était la division, encore une fois, et d'avoir dressé les Français les uns contre les autres. Ces images terribles quand même d'agriculteurs face au CRS marqueront. Il leur a parlé néanmoins des heures d'échange autour d'une table. Est-ce qu'il a eu raison de rester et d'échanger aussi longtemps ? Autour d'une table, c'était pas vraiment ça, hein. Au départ, on a eu une espèce de conférence de presse dans un pauvre couloir, et après un espèce de il y a eu 2 heures d'échange quand même avec des agriculteurs venus de l'ensemble des syndicats. Oui, moi j'ai trouvé que ça faisait très bonimenteur, ça faisait un peu battleur de foire, si vous voulez. Effectivement, c'est un communicant, mais c'est un très mauvais président de la République. Il n'empêche, sur le fond, sa principale annonce hier, c'est d'aller vers des prix planchers. C'est quelque chose que vous soutenez plutôt, ça, les prix planchers. Parlons-en, et merci de mettre le sujet sur la table. En novembre, quand LFI demande à voter les prix planchers, toute la majorité d'Emmanuel Macron a voté contre ces prix planchers. C'était en novembre, mais aujourd'hui, il le propose. Le ministre de l'Agriculture disant que ce serait démago de les mettre en place, que ça ne serait pas possible, que de toute façon, l'Union européenne s'y opposerait. Moi, j'aimerais bien savoir. Emmanuel Macron dit tout, l'inverse de tout. Tout est son contraire. Le lundi, il est pour les prix planchers. Le mardi, il ne l'est plus. Comprenez que les agriculteurs soient complètement perdus. Nous avions voté effectivement la loi proposée, la proposition de loi proposée par LFI, effectivement avec ces prix planchers, parce que vous savez, les revendications des agriculteurs sont simples. Ils veulent vivre de leur travail, ils veulent vivre d'une juste rémunération. Alors, vous ne pouvez pas travailler entre 60 et 80 heures par semaine et rendre de l'argent. Est-ce que malgré tout, c'est pas un risque, ces prix planchers, d'avoir des prix finalement administrés qui fausseraient un petit peu le marché ? En fait, je pense qu'il y a urgence, il y a péril en la demeure pour l'instant. Il faut trouver des solutions structurelles et pérennes et ne pas faire ce que fait notre président en essayant d'avoir des effets d'annonce. Donc les prix planchers que vous défendiez, ça n'est pas une solution pérenne ? Bien sûr qu'on les défend, mais c'est pas suffisant. Vous voyez bien que ça ne peut pas être le seul levier pour faire en sorte que les agriculteurs vivent mieux. Il faut absolument, évidemment, un moratoire sur les traités de libre-échange qui faussent la concurrence, qui mettent nos agriculteurs avec une concurrence déloyale. Je vais prendre pour que vos auditeurs comprennent bien. L'accord avec le Mercosur, par exemple, qui comprend Argentine et Brésil, Emmanuel Macron a fait part de son opposition. Les négociations sont suspendues. Il a fait part de son opposition. Mais non, ça n'est pas suspendu. C'est faux ce que vous dites au niveau de l'Union européenne. Oui, enfin, il affirme aussi, vous savez, qu'il n'avait pas invité les soulèvements de la terre. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il dit. Ça n'est pas parole d'évangile. Regardez bien au niveau de l'Europe. Ils n'ont pas reçu d'invitation formelle. C'est ce qu'ils nous ont expliqué ce matin sur France Info. Il n'empêche que le Mercosur, exactement comme le pacte phyto, tout ça, ça continue. Le pacte phyto, il y a eu un petit arrêt de quelques jours simplement, et les négociations pour le Mercosur continuent. Alors que le pacte phyto, il continue. Enfin, ça, c'est le plan éco-phyto, il continue, mais avec un nouvel indicateur qui ne sera plus un indicateur français, mais un indicateur européen. C'était aussi ce que demandaient les agriculteurs. On est très loin par exemple, des premières mesures. Pardonnez-moi, mais sur les produits phytosanitaires, vous, qu'est-ce que vous proposez ? Pas de plan. On dit qu'il faut que les agriculteurs arrivent à vivre de leur travail. Il faut sortir de ces normes à outrance et de cette écologie punitive. Je vais vous dire, on ne peut pas, pour revenir simplement sur les traités de libre-échange, on ne peut pas se satisfaire d'avoir des pommes qui pourrissent sur les vergers alors qu'on importe des pommes du Chili. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des champs d'haricots verts qui sont détruits parce qu'ils ne trouvent pas preneur et qu'on importe des haricots du Kenya. On ne peut pas se satisfaire qu'on importe de la banane de l'Équateur qui est cultivée avec des pesticides que nos Français de Guadeloupe ne peuvent pas utiliser. Ça n'est pas possible. Quand on parle par exemple du traité avec la Nouvelle-Zélande qui a été validé par le Parlement européen au mois de novembre, vos députés, vos eurodéputés du RN ont voté contre, mais
une grande partie des députés de votre groupe, Identité et Démocratie, notamment les Italiens de la Lega, ils ont voté pour. Donc déjà, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Non mais vous savez, excusez-moi, quand vous avez des alliés, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes intérêts. Mais en 2019, votre slogan, c'est « Ensemble, nous changerons l'Europe ». Vous êtes alliés avec les gens qui ont le maximum de points communs et qui matchent. Mais effectivement, ça pose une vraie question, je vais vous dire. Ce traité avec la Nouvelle-Zélande, quand vous importez 15 000 tonnes de lait en poudre de 18 000 kilomètres, alors que nos producteurs laitiers ne vivent pas, il faut dire aux Français... vos propres alliés, ils sont favorables, il faut dire aux Français de quoi on parle. Il y a un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. On a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. On a perdu plus d'1 million d'exploitations. On voit bien que ces traités de libre-échange qui mettent nos agriculteurs dans une concurrence tout à fait déloyale ne leur permet pas de vivre. Il faut évidemment tout changer. Le contrôle des produits importés, c'est une demande des agriculteurs. Le Gabriel Attal, le Premier ministre d'ailleurs, dit qu'il va y avoir au niveau européen l'idée d'un poste pour contrôler tout cela. Sur ces prix planchers qui font partie de vos idées également, comment est-ce qu'on fait? Si on ne peut pas le faire au niveau européen, on doit le faire au niveau français. Les prix seront certainement plus élevés que nos pays concurrents. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire, les prix planchers... Les distributeurs vont aller chercher des produits moins chers aux Pays-Bas, en Pologne? Eh ben, c'est une vraie question. D'ailleurs, regardez, on a le problème avec le poulet ukrainien, par exemple. Oui, il sort à 3 €. Mais parce que justement, on voudrait en France une exception agriculturelle et on voudrait inciter évidemment les gens à consommer français. Mais par exemple, dans la commande publique, moi je vais vous dire... Oui, mais pour les consommateurs... Vous allez voir, j'habite une circonscription. Moi, j'aimerais bien que les écoliers et les aînés dans les EHPAD mangent des pommes de terre d'Olioul, mange des tomates, de la farlette, parce que c'est ça aussi le localisme. C'est déjà possible, ça. Non, vous savez bien qu'on est tout à fait entravé par l'Union européenne et ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de volonté politique de mettre du manger français, j'allais dire, dans la commande publique. Emmanuel Macron annonce une vraie question parce que le localisme, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour ce que l'on a dans notre assiette, c'est bon pour la planète et c'est bon pour nos agriculteurs. Moyennant quoi, c'est tout à fait gagnant-gagnant. À ce qu'avec ces prix planchers, les consommateurs payent plus cher, voire beaucoup plus cher. Je vais vous dire, une fois que vous aurez baissé la fiscalité, que vous aurez baissé les normes écologiques complètement absurdes de ces écolodingos, vous allez voir que le prix de production déjà va forcément baisser et les agriculteurs pourront avoir des marges qui sont plus grandes. Parce qu'en fait, encore une fois, on ne demande que ça. Ils demandent simplement de vivre normalement de leur travail. Et pour ça, il faut absolument sortir de cette concurrence illégale, j'allais dire. Et je vous rappelle aussi que tous les traités, parce que là, je vous ai amené les traités de libre-échange. Le Rassemblement national s'est toujours opposé. On a toujours voté contre. La plupart ont même été négociés sans clause miroir. On demande à nos agriculteurs de respecter des normes de plus en plus grandes qu'on ne demande pas aux agriculteurs. L'absence de clause miroir, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron bloque le traité avec le Mercosur. Ça fait quand même 7 ans qu'il est là. Entre-temps, ils en ont signé. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien penser que Emmanuel Macron s'est réveillé, qu'il a été touché par la grâce, mais j'en rêverais. Mais comment pouvez-vous... c'est inimaginable de lui faire confiance. D'un mot, ensuite, nous allons parler de la guerre en Ukraine, mais vous dites aux consommateurs français et aux agriculteurs, on peut allier revenus pour les producteurs et des prix bas pour les consommateurs. Non mais bien sûr, mais évidemment. Et c'est d'ailleurs ça qui va, j'allais dire, sortir sûrement tout le monde de la crise. Encore une fois, ce localisme, produire, consommer pas très loin, retraiter les déchets pas très loin, évidemment que c'est une des solutions. On ne peut pas laisser l'agriculture telle qu'elle est. Soutenir son agriculture, c'est soutenir une identité, c'est soutenir un héritage, c'est soutenir une ruralité avec un écosystème, des enfants à l'école du village. Tout ça est un tout. On ne peut pas faire ce que fait Emmanuel Macron et sacrifier notre agriculture sur l'autel de l'Europe. Ça n'est en tout cas pas du tout le projet que Jordan Bardella et nous allons soutenir le 9 juin. Voici les messages que vous allez donc passer aujourd'hui, demain et après-demain même avec la venue de Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture à Paris. Laure Lavalette, on se retrouve juste après le fil info, l'essentiel à retenir en ce dimanche avec Sophie Echen. 6 interpellations et 8 policiers blessés hier pour la première journée au Salon de l'Agriculture à Paris. Journée marquée par beaucoup de confusion et de violence sur fond de colère dans le monde agricole. Emmanuel Macron est malgré tout resté sur place pendant plus de 13 heures pour prouver aux agriculteurs qu'ils avaient été écoutés par le gouvernement. Malgré son interdiction par la préfecture, un festival de black metal considéré comme proche de l'idéologie néo-nazie a bien eu lieu hier dans une petite commune de l'Isère. Selon la mairie, la salle où s'est déroulé l'événement avait été louée initialement pour 1
un mariage. Une grande manifestation tout à l'heure à Sao Paulo, au Brésil, en soutien à Jair Bolsonaro. L'ancien président brésilien, actuellement au cœur d'un scandale sur des soupçons de tentative de coup d'État, fera d'ailleurs partie du cortège. Les organisateurs espèrent rassembler au moins 1 demi-million de personnes. Et puis elle était fermée depuis lundi. La Tour Eiffel rouvre ses portes au public ce matin. Le mouvement de grève est levé. Tous les billets réservés cette semaine seront remboursés, assure la société d'exploitation du monument, qui estime une perte d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. France Info. Le 8-30 France Info. Adrien Beck, Jules Dequisse. Et toujours avec Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Un peu plus d'une semaine après la mort d'Alexeï Navalny, le corps a été remis à sa mère, on l'a appris hier, mais toujours aucune explication à son décès. C'est aux médecins et aux juges russes de faire la lumière sur sa mort. C'est ce qu'a demandé cette semaine votre allié italien et ami de Marine Le Pen, Matteo Salvini, le patron de la Ligue. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Marine Le Pen l'a dit, elle a dit qu'il fallait qu'il y ait une commission d'enquête indépendante et qui nous donne les raisons de la mort. J'en sais rien, il faut qu'effectivement on arrive à savoir de quoi il est mort. Ceci dit, quand vous avez des conditions de détention déjà terribles, que vous êtes dans la pire des prisons de la Russie, je pense que votre espérance de vie est réduite. Encore une fois, voilà, on est très triste pour la démocratie. Mais qu'un de vos alliés en Europe disent faire confiance d'une certaine façon aux juges et aux médecins russes. Est-ce que ce n'est pas une preuve de naïveté à minima ? Nous, on a demandé une commission indépendante. Et effectivement, je ne suis pas sûre que les conclusions qui sortiraient d'un médecin russe soient tout à fait transparentes. On est bien d'accord sur le sujet. Est-ce que Vladimir Poutine est responsable de la mort, selon vous, d'Alexeï Navalny ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, il a la responsabilité de l'avoir mis dans la pire des prisons qui puissent exister en Russie. Il a la responsabilité, évidemment, de ces conditions, d'avoir mis un opposant politique en prison. Ça en dit quand même beaucoup. Ça en dit quand même beaucoup sur cette façon de faire. Et je pense que la liberté dans le monde a beaucoup perdu avec la mort d'Alexeï Navalny, oui. Marine Le Pen ne s'est pas exprimée précisément sur ce sujet-là. Si, elle l'a dit. Ouais. Si, elle l'a dit. Ouais. Là où Marine Le Pen, en revanche, ne s'est pas exprimée, c'est sur les 2 ans hier de la guerre en Ukraine. Alors, c'était bien sûr le salon de l'agriculture, mais effectivement, c'était hier. Est-ce qu'il ne fallait quand même pas marquer le coup et avoir un message de soutien à l'Ukraine comme ont pu l'avoir d'autres chefs de parti? Écoutez, pour avoir passé pratiquement toute ma journée hier devant la télévision, je n'ai vu personne parler aux 2 ans de l'Ukraine. Je pense que Marine Le Pen s'est exprimée tout le temps sur ce conflit. Vous avez devant vous celle qui a pris la parole en premier. Je suis arrivée un 24 février à 7h du matin chez vos concurrents pour une matinale et on a su pendant la nuit qu'effectivement l'Ukraine avait été envahie par la Russie. Donc moi, je peux vous dire que nous avons évidemment condamné tout de suite. Vous savez à quel point ma famille politique est attachée à la souveraineté des peuples, à la souveraineté des nations. Nous avons condamné systématiquement, nous avons apporté à chaque fois notre soutien à l'Ukraine. Je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur ce sujet-là. Alors hier, le président Volodymyr Zelensky a appelé à nouveau l'Occident à fournir de l'aide militaire. Est-ce que vous êtes toujours opposé à la livraison d'armes offensives à l'Ukraine ? Oui, parce que vous parlez de soutien, mais sans armes offensives. Tout le monde a joué le jeu. Je pense que la France est à la hauteur. On a demandé aussi des sacrifices aux Français. Nous parlions tout à l'heure. La France est à la hauteur. Vous dites ce qu'a fait Emmanuel Macron. Vous le soutenez plutôt On a toujours dit qu'effectivement, il avait eu une relation relativement équilibrée. Il avait continué à parler avec la Russie parce que je pense que là, on en est à 2 ans. Il y a quand même 500 000 morts. Je veux dire, on oublie. Voilà, il est temps de faire taire les armes. Je pense qu'il faut absolument qu'on trouve une sortie de crise, une sortie de guerre, parce que j'ai peur que sinon cela s'éternise. Mais je pense que ça passera par une conférence que demandait Marine Le Pen, une conférence pour la paix. J'ai peur que militairement, ce soit encore très long. Mais quand ? Et quand on dit très long, c'est des civils aussi qui meurent. Il faut penser à ce peuple ukrainien qui, depuis 2 ans, vit sous les bombes. Donc, bien sûr, après, voilà... Aujourd'hui, l'Ukraine ne peut pas imposer ces conditions. La question est de ne pas être co-belligérant. Et effectivement, de donner des armes offensives, notamment des canons à longue portée, pourrait poser un souci. La Russie est quand même détenteur de l'arme nucléaire. Je pense c'est aussi de la responsabilité de nos chefs politiques de ne pas être des va-t-en-guerre et d'essayer de trouver une solution. Mais je vous l'accorde, ça m'a l'air bien compliqué. Sauf que faire la paix aujourd'hui, c'est la faire plutôt aux conditions de la Russie. Non, on peut s'asseoir autour de la table. En fait, c'est la Russie qui est en Ukraine. Je pense qu'il n'y aura évidemment pas de paix tant que la Russie n'aura pas sorti ses troupes.
je voulais pas vous couper, mais on a parlé de Vladimir Poutine. Juste un mot de Donald Trump, qui est en route plus que jamais pour la prochaine élection américaine. Il a encore remporté une nouvelle primaire face à sa concurrente Nikki Haley, qui est la dernière cette nuit, en effet, en Caroline du Sud, avec beaucoup d'avance en effet. Est-ce que vous vous en félicitez? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous que Donald Trump revienne sur le devant de la scène? Enfin, je veux dire, moi je suis député français, je suis là pour les intérêts de mon pays. Marine Le Pen était allée voir Donald Trump. Oui, je me souviens. Il y avait effectivement ce côté America First qui aurait pu être un slogan que nous aurions évidemment aimé transposer aussi en France, vous voyez, notamment pour l'agriculture. Par exemple, pour l'agriculture, mais il n'est pas question de poser nos distances. Vous savez, chaque État n'a pas d'amis, mais n'a que des intérêts. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour la France? Écoutez, en tout cas, j'en sais rien, mais moi, si j'étais américaine, je serais bien embêtée d'être représentée par un président sénile. Ceci dit, il y a peut-être pas beaucoup de différence d'âge. Pas beaucoup de différence d'âge, mais par contre, quand on voit les deux, c'est vrai qu'on se pose la question. Voilà, non, écoutez, Joe pas Biden d'idée est un sur la président question. sénile. La seule chose, bon, il a en tout cas une. Enfin, je sais pas, vous avez Internet comme moi, vous voyez bien quand il parle à des amis imaginaires ou quand il confond, quand il parle de Mitterrand à la place d'Emmanuel Macron. Je pense que je sais pas si c'est de la sénilité, mais en tout cas, il a pas l'air quand même au top de sa forme. Voilà, ce qu'on peut simplement saluer sur Trump, c'est qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas de conflit militaire et effectivement, il n'en a pas su. Un tout dernier mot sur certains de vos alliés européens. Marine Le Pen a déjeuné cette semaine à Paris avec son homologue du parti AfD. Un déjeuner après la colère justement de Marine Le Pen, puisqu'en novembre, des responsables de l'AfD avaient participé à une réunion avec des néo-nazis à Potsdam en Allemagne pour évoquer ce qu'on appelle la remigration d'étrangers ou de personnes non assimilées. Ça veut dire le retour forcé ou non dans leur pays d'origine. Est-ce que les explications de votre allié allemand vous ont convaincu? Écoutez, en tout cas, elle s'est engagée à ce qu'il n'y ait pas de remigration. Et évidemment, si tel devait être le cas, nous serions obligés de réfléchir à ce partenariat parce qu'il ne faut pas que ça contrevienne au programme et à la philosophie du programme de Marine Le Pen qui ne parle absolument pas de remigration. Alors, nous, on veut maîtriser les flux migratoires, ça c'est certain. On veut empêcher la submersion migratoire. Et d'ailleurs, ces élections européennes vont être un moment crucial puisque ce sont un peu deux philosophies de l'Europe qui vont s'affronter sur l'agriculture, mais aussi évidemment sur l'immigration. Mais donc vous allez continuer à siéger avec eux? S'ils se sont engagés à ce qu'effectivement il n'y ait pas de remigration, voilà. Après, c'est pas pour ça que nous n'allons pas être vigilants. La confiance n'exclut pas le contrôle. Merci beaucoup. Laure Lavalette, invitée du 8h30 en ce dimanche sur France Info, députée Rassemblement National, avec nous donc sur France Info aujourd'hui.